micro dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre encore 2 petites minutes si vous êtes nombreux à vous connecter. Les heures de mobilité. Il a fini quand il n'a pas travaillé ce mois-ci? Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer d'ici une petite minute. J'ai désactivé vos micros. Je vous invite à les laisser désactivés. Monsieur Ronald va pouvoir faire sa présentation et ensuite nous passerons à un moment de questions-réponses par écrit dans le chat puisque nous sommes plus de 120 et ce sera plus facilement audible. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir commencer. Des gens arrivent au fur et à mesure, mais on va pouvoir ouvrir le webinaire. Normalement, Monsieur Ronald et Rodolphe, vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Ok, merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer donc le webinaire consacré à la facturation électronique. Je vais être très bref dans l'introduction pour pouvoir laisser la parole à Frédéric Ronald le plus rapidement possible. Donc, la facturation électronique entre les entreprises françaises assujetties à la TVA interviendra progressivement entre 2024 et 2026. Et celles-ci devront se conformer à des procédures très, très encadrées. Donc, aujourd'hui, on a souhaité, puisque c'est un événement majeur qui va bouleverser l'organisation des 4 millions d'entrepreneurs et d'entreprises françaises, organiser ce webinaire parce que la facturation touche à la substance même de l'activité économique et qu'elle crée un écosystème nouveau entre les intervenants et les outils numériques. Et donc, je laisse la parole immédiatement à Frédéric Ronald d'Arkea Banque. Oui, merci Rodolphe. Tu as parfaitement résumé le chantier en disant deux choses, en disant que c'est une révolution, hein, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Alors paradoxalement, la presse et finalement les médias s'en font assez peu l'écho, alors que vous allez constater que c'est une nouvelle réglementation qui est extrêmement lourde, relativement complexe, et qui va complètement modifier la façon dont... Ah, il y a un écho parce qu'il doit y avoir un micro qui doit fonctionner quelque part. Je vous invite à couper vos micros. Je le fais à la main, mais merci de ne pas les réouvrir. Donc je disais qu'effectivement, c'était une révolution dont finalement la presse avait assez peu parlé. Vous allez voir que c'est quelque chose de très grande ampleur et que c'est assez compliqué. Alors je vais essayer c'est un premier séminaire. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de cette réforme qui va s'engager très rapidement, puisque on va voir en juillet 2024 que toutes les entreprises vont être concernées, même si certaines d'entre elles ne le seront qu'en émission. Donc, on va évoquer tout ça et puis je vais essayer de vous décrypter la réalité des choses. C'est-à-dire que derrière la réglementation, derrière le process, derrière un certain nombre de nouveaux mots que vous allez découvrir, d'acronymes, de vocabulaire, vous allez voir qu'il y a quand même des choses à décrypter. Alors, le premier de ces décryptages, c'est pourquoi faire cette réforme de la facture électronique
Eh bien, pour une raison qui n'est évidemment pas avouée, mais qui est la réalité, c'est que par la facture électronique, l'État est en train enfin, de pouvoir aboutir à un vieux rêve de l'administration fiscale, qui est celui d'une déclaration en temps réel. Vous savez que c'est le rêve de toutes les administrations fiscales de pouvoir percevoir l'impôt au fur et à mesure où l'activité économique génère cet impôt. Eh bien, grâce à la facture électronique ou à la réforme de la facturation électronique, l'État va pouvoir avoir une parfaite connaissance de votre chiffre d'affaires, de votre activité et par là même de la TVA que vous collectez et de la TVA que vous devez. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de cette réforme, c'est cette capacité à avoir une déclaration de TVA en temps réel. Alors évidemment, on peut penser que cette réforme aura d'autres effets vertueux, mais l'essentiel de la réforme est là. C'est une réforme qui est mise en place en France, qui existe déjà dans d'autres pays d'Europe et qui a vocation, à partir de 2027, à être uniforme dans l'ensemble des pays européens, avec la possibilité, avec pour objectif, que tous les pays européens soient connectés sur le sujet de la TVA pour avoir un seul immense, énorme réseau de collecte en temps réel d'informations et de TVA à l'échelon européen. Donc ça, c'est pour 2027. Nous, ce sera à partir de 2024. Alors, je vais essayer de revenir le plus simplement possible sur les grands points clés de la réforme. Et puis, au travers de vos questions, on essaiera peut-être d'approfondir certains de ces points, sachant que tout n'est pas encore complètement résolu, tout n'est pas encore complètement décidé. Il y aura une énorme phase de test qui va se mettre en place entre la fin d'année 2023 et le début d'année 2024, mais il y a encore pas mal de choses qui sont ou incertaines ou sur lesquelles on a encore quelques doutes sur la capacité ou sur le mode opératoire. Il y a des choses par contre qui sont certaines. La première des choses qui est certaine, c'est, et on va passer sur la slide d'après, c'est sur la facture électronique. Et sur qu'est-ce qu'une facture électronique? Alors, une facture, vous savez, vous connaissez parfaitement bien, la facture, c'est le Code général des impôts qui l'a défini. C'est un document obligatoire que vous devez absolument émettre à chaque fois que vous livrez un bien ou un service. Je précise aussi qu'une facture, ça répond à des critères obligatoires. Vous avez des informations génériques à faire porter sur une facture et des informations spécifiques. Et tout ce qui vient modifier une facture devient par nature une facture. Je pense aux acomptes, je pense aux avoirs, où vous devez, sur ces documents-là, et vous verrez que dans le cadre de la facturation électronique, ce sera encore plus vrai, vous devez, sur ces éléments-là, avoir les mêmes critères, la même rigueur et avoir les mêmes mentions que ce que vous avez sur la facture originale, sur la facture de départ. Donc, tout ce qui est une facture et qui est modifié devient une facture. Et ça va être imposé dans le cadre de cette réglementation à la facture électronique. Si on passe le slide d'après, je vais aller assez vite parce que vous savez tous ce qu'est une facture. Alors, qu'est-ce que n'est pas une facture électronique? Alors, une facture électronique, ce n'est pas un PDF. Alors, voilà, très clairement, si vous recevez des factures papier et que vous les dématérialisez avec un PDF, eh bien, ce PDF n'est pas une facture électronique. On sait aujourd'hui que la plupart des factures circulent entre vous avec des formats par mail, avec des formats qui sont souvent du PDF. Eh bien, ça, ce n'est pas une facture électronique. La facture électronique, elle a été définie très récemment, puisqu'en fait, c'est une ordonnance de septembre 2021 qui a défini la facture électronique. Vous voyez que c'est très récent. Et la facture électronique, pour faire simple, ça va être un fichier. Et l'État parle d'un fichier de métadonnées. C'est donc un fichier. Et le format qui a été choisi pour ce fichier, c'est un format que vous connaissez, même si vous ne l'utilisez pas, mais c'est un format que vous connaissez. Le format de fichier, ce sera des formats dits XML. Et le format du fichier XML, c'est typiquement le format d'un fichier de virement. Les banques connaissent bien ce type de format. Lorsque vous demandez à votre banque de faire un virement pour régler un de vos fournisseurs, eh bien, le fichier dans lequel on va encapsuler cet ordre de virement, c'est un fichier XML. Et donc, c'est un fichier qui est extrêmement répandu, à la différence d'un fichier de virement, c'est qu'un fichier de facturation électronique comportera
beaucoup de lignes de code. C'est un fichier lourd puisque vous avez de nombreuses obligations réglementaires dans une facture, alors qu'un fichier de format de virement est un fichier qui est beaucoup plus léger puisque vous avez très peu d'informations dans un fichier de virement, le bénéficiaire, le destinataire, le montant, l'émetteur, enfin vous avez assez peu de choses, alors que dans un fichier, et on va en voir un exemple, vous avez des fichiers qui sont beaucoup plus lourds. Ce qui est parfaitement décidé, c'est le format de ces fichiers. Ces fichiers, ils pourront avoir que 3 formats. 2 formats qui sont des formats d'architecture de ce fichier. On parle du format UBL et du format C2I. Donc, en fait, c'est dans un fichier XML, vous avez 2 architectures différentes que sont UBL et C2I. Ça reste un fichier XML. Et puis, vous avez un format très intéressant qui nous vient des Allemands. Beaucoup de choses nous viennent des Allemands sur cette réforme de la facturation électronique. Vous avez les Allemands, eux, disent ce serait bien qu'on ait quand même un format un peu hybride, hein, on parle de format hybride, où à côté de ce fichier, qui est la facture électronique, on puisse avoir une image de ce fichier qui soit une image lisible, une image que l'on peut voir à l'œil nu et sur lequel qui nous permet d'identifier le fichier, puisque un fichier de format électronique pour un humain normalement constitué, c'est absolument illisible. Et donc, on colle quelque part, on plug à ce fichier, on plug une image, et c'est cette image qui permet d'identifier ce qu'il y a dans le fichier que vous allez recevoir. Alors, on peut montrer peut-être sur la slide d'après voilà, la slide d'après, voilà. Ce que vous avez sur la slide d'après, là, vous voyez tout ça, ce que vous avez ici, tout ce que vous avez, ce sont des fichiers XML, ce sont des factures électroniques. Donc, à partir de 2024, une facture, c'est ce truc-là. Vous voyez que ça ne ressemble plus beaucoup à ce que vous avez aujourd'hui. Une facture, c'est ce machin, c'est absolument illisible. Et donc, le format facture X permet de coller une image lisible de ce fichier-là, qui est ce qui va circuler aujourd'hui. La circulation de ces fichiers va devenir la règle. On a heureusement une bonne idée pour une fois, c'est d'avoir une norme qui a été mise en place, qui est une norme européenne, c'est-à-dire que tous les fichiers auront la même forme partout en Europe grâce à cette norme. Ça, c'est une bonne chose parce que ça permettra derrière de pouvoir beaucoup plus facilement développer cette réglementation ou pousser cette réglementation pour qu'elle soit homogène partout en Europe. Et cet envoi d'un fichier électronique qui constitue dorénavant votre facture, eh bien, on appelle ça le e-invoicing. Le e-invoicing, c'est tout simplement cette partie de la réforme qui consiste à prendre vos données de facturation, à les mettre dans un format de fichier qui ressemble à ce machin-là et d'envoyer ce fichier à votre destinataire. Donc, vous êtes en émission quand vous envoyez ce fichier à votre client et vous êtes, on appelle ça en réception, quand vous recevez ce fichier de votre fournisseur. La partie de la réforme parle, vous allez entendre, hein, on va faire un peu de vocabulaire pendant cette petite séance, vous allez entendre parler de e-invoicing. Vous allez voir qu'aussi que les choses vont beaucoup se compliquer puisque, évidemment, vous avez de la TVA à récupérer. Donc, c'est la partie que l'État appelle le e-reporting. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette facture, de ce fichier, on va extraire les éléments qui sont relatifs au calcul de la TVA, essentiellement, vous l'avez compris, le montant de la transaction. On va récupérer dans ce gros fichier les lignes de code qui permettent de calculer la TVA et ces informations qui ont été attrapées, qui ont été extraites de votre fichier de facture électronique vont remonter à l'administration fiscale. Jusqu'à présent, vous aviez entre vous et votre client, entre le fournisseur et le donneur d'ordre, vous n'aviez personne. C'est-à-dire que vous émettez votre facture et vous l'envoyez à votre client. Avec la réforme de la facture électronique, entre vous et votre client, entre votre fournisseur et vous, on va mettre tout un ensemble d'opérateurs. Il y a tout un écosystème qui va se créer et qui va faire que la facture, quand elle va partir de chez vous,
elle va suivre tout un canal pour arriver à votre client ou pour venir de votre fournisseur. Cette facture, dorénavant, elle va passer uniquement par des plateformes. La première de ces plateformes, on va descendre un peu dans la présentation. Voilà, on va descendre encore. On va descendre un peu et on va prendre ce schéma. Si on peut l'agrandir, non, on va agrandir ce schéma, le schéma d'avant. Si on peut l'agrandir, c'est parfait. Je ne sais pas si c'est possible, mais on va mettre, donc je disais, entre votre entreprise et votre client ou votre fournisseur, on va mettre tout un écosystème. Le premier de ces plateformes, la première de ces plateformes qui va agir sur votre facture, c'est ce que l'on appelle le portail public de facturation. Vous allez beaucoup entendre parler de PPF. Le portail public de facturation, pour ceux d'entre vous qui travaillent déjà avec les services de l'État ou qui ont comme client une administration, eh bien, vous passez par un portail qui s'appelle Chorus Pro. Le portail public de facturation, ce sera un Chorus Pro bodybuildé. En fait, l'État va récupérer le portail Chorus Pro qui fonctionne déjà comme ce sera le cas dans le cadre de la réglementation et va renforcer ses capacités. Donc, vous avez un portail public de facturation. Ce portail public, il est gratuit et il va proposer un service minimum, c'est-à-dire que vous envoyez vos factures sur ce portail au format numérique. Le portail extrait de vos factures les éléments relatifs au calcul de la TVA, les envoie à l'administration fiscale, à la DGFiP, et ensuite, eh bien, cette facture, il la pousse, il la renvoie jusqu'à votre client. Ça, c'est le schéma le plus simple. Ce schéma, il sera quasiment pas opérant, ou il va être très difficilement opérant. Pourquoi? Parce que pour que ce schéma soit possible, il faut que de votre entreprise, la facture soit émise au format électronique, qu'elle ait été vérifiée, qu'elle ait été contrôlée, que cette facture comporte tous les éléments réglementaires pour qu'elle puisse être reçue par la PPF et que la PPF puisse la faire suivre à votre client devant être lui aussi capable de recevoir dans ses outils en direct une facture électronique. Tout ça, évidemment, est assez ambitieux comme challenge, et c'est tellement ambitieux que l'administration fiscale, qui fait preuve de prudence, et c'est bien, dit ça risque peut-être d'être compliqué, surtout que des informations récentes nous indiquent qu'aujourd'hui, Chorus Pro version PPF ne pourrait absorber en capacité de traitement qu'à peu près 50 000 entreprises. Vous voyez qu'il y en a 4 millions en France, 3 millions d'entreprises, 1 million d'auto-entrepreneurs. Donc, 50 000 versus 4 millions, il y a quand même un gap qui va être assez important. Donc, l'État a favorisé la création d'autres portails, de portails privés, qu'on va appeler des PDP, et vous les avez là sur le schéma, les PDP, des plateformes dématérialisées partenaires. Alors, ces PDP, ce sont quoi? Eh bien, ce seront des PPF privés. Ce sont donc des plateformes qui vont être mises en place par un certain nombre d'acteurs, que ces acteurs puissent être des plateformes, des opérateurs de dématérialisation. Vous avez des grands opérateurs comme un DocaPost, par exemple, qui est la filiale de la Poste qui gère la dématérialisation d'un certain nombre de données, notamment de factures. Eh bien, un certain nombre d'acteurs, environ une quarantaine aujourd'hui, vont devoir candidater auprès de la DGFiP pour dire « je veux être PDP ». Et ces acteurs recevront un agrément de l'État pour leur permettre de faire quoi? Eh bien, de recevoir des factures et de faire suivre à ces factures le circuit que fait aujourd'hui suivre la PDP ou que fera la PDP, mais aussi, ils auront la possibilité d'extraire de ces factures les données relatives au calcul de la TVA et d'envoyer ces données à la PPF, puisque seule la PPF sera connectée à la DGFiP. Donc, en gros, on va mettre des acteurs privés. Ces acteurs privés, eux, seront connectés à la PPF, feront remonter à la PPF
les éléments de calcul de la TVA et offriront à leurs clients un certain nombre de services qui sont des services qui vont toucher à la dématérialisation des factures elles-mêmes, qui vont être des factures de contrôle des RIB, qui vont être des services divers et variés de gestion de trésorerie, etc. Donc, les PPF sont des acteurs privés qui factureront leurs clients en échange de quoi? Eh bien, ils mettront en face de leurs clients un certain nombre de services. Ces PPF, une quarantaine d'entreprises. Vous imaginez bien que ces 40 entreprises ne pourront pas à elles seules traiter les 2,5 milliards de facturation, de factures qui s'échangent environ chaque année. Chaque année en France, c'est à peu près 2,5 milliards de facturations qui s'échangent entre les entreprises. Et donc, vous voyez apparaître un troisième opérateur qui sont les OD, les opérateurs de dématérialisation. Alors, ces OD, eux, ne recevront pas un agrément de l'État, mais devront être mandatés par leurs clients, par les entreprises. Ces OD vont opérer comme étant des prestataires de services pour ces entreprises et ces OD iront se connecter soit à une PDP, soit à la PPF directement pour transporter les factures après que ces factures aient été transformées par leurs soins. Donc, en gros, vous avez des prestataires de services, des OD, qui vont vous offrir un ensemble de services payants bien sûr, et ensuite qui seront plugués à une PDP ou à une PPF, et probablement d'ailleurs à plusieurs PDP et forcément à la PPF. Donc, vous voyez que déjà, entre ce qui se passe aujourd'hui, je prends ma facture, je l'envoie à mon client et je reçois la facture de mon fournisseur. Et ce qui va se passer demain, eh bien, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Et vous avez donc ce fameux schéma que je vous montre, qui est le schéma d'administration fiscale. On parle de schéma en Y avec plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que le fournisseur et son client passent directement par la PPF. Ça, encore une fois, ce sera réservé probablement à de très grandes entreprises qui auront su déployer, développer dans leurs outils ce qui est nécessaire pour aller directement à la PPF. Mais vous aurez un autre schéma qui passera par les PDP. L'entreprise a sa PDP avec laquelle elle a contracté. Elle lui envoie ses factures. La PDP dématérialise ses factures, vérifie leur régularité. Ensuite, cette PDP envoie à une autre PDP qui est la PDP de votre client, celle qu'aura choisi votre client. Ça peut être la même, mais ça peut être deux PDP différentes, puisque ce sont des prestataires de services. Donc, cette PDP va envoyer à la PDP de votre client et la PDP de votre client transférera la facture à votre client pour que votre client puisse la payer. Bien évidemment, dans l'intermédiaire, eh bien, les données de facturation seront extraites de cette facture, transmises à la PPF qui les transmettra à l'État. C'est un système, vous voyez, qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué que ce qui est fait aujourd'hui. L'enjeu de la difficulté de la facturation électronique, ce n'est pas de l'émettre. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui transformer une facture en fichier XML, c'est relativement simple. C'est relativement simple, il suffit d'avoir un logiciel qui va vous transformer. Donc, vous rentrez dans ce petit outil, vous rentrez vos données de facturation, vous rentrez l'ensemble de vos données de facturation et ces données de facturation sont mises dans un format XML et elles seront mises au format, un des 3 formats dits du socle, UBL, C2I ou Facturix. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de connecter ça avec votre système d'information, avec votre organisation comptable. Vous avez, vous, dans votre entreprise, un outil de gestion, vous avez un ERP, vous avez un parcours que suit la facture quand elle arrive chez vous pour être validée, pour ensuite être payée. Eh bien, votre outil, lui, il est aujourd'hui organisé pour avoir le format que vous avez choisi dans votre entreprise, mais absolument pas un format de fichier électronique. Et donc, la problématique qui va se poser pour beaucoup d'entreprises, c'est comment est-ce que je vais garder mon système actuel, mon système d'information actuel, mes outils de gestion actuels et le parcours actuel de ma facture pour venir me plugger sur la facture électronique sans tout changer. Parce que si je dois intégrer la facture électronique dans mon schéma comptable, eh bien, ça veut dire que je change tout à l'intérieur de mon entreprise
Et moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui me disent, la première des choses qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent, moi, mon EPR, je ne le toucherai pas. Mon ERP, je ne le toucherai pas. Je ne le toucherai pas parce que j'ai mis des années à le développer. J'ai mis des années à avoir un programme qui soit à peu près adapté à mon activité. J'ai mis des années pour bien finaliser le schéma entre qui reçoit la marchandise, qui la contrôle, qui la valide, qui la paye. Donc, j'ai tout un circuit de ma facture. Donc, ça, je n'y touche pas. Et donc, il va falloir que le prestataire vienne se plugger dans l'outil de l'entreprise pour aller chercher les factures de l'entreprise au format où ces factures sont, les transformer en factures électroniques. Ensuite, les factures suivent le parcours que je vous ai indiqué. De la même façon, je reçois de la facture électronique du fournisseur, je la transforme pour la réimplanter dans le circuit de l'entreprise. C'est là où il va y avoir toute la difficulté et c'est là où le prestataire va être déterminant parce que c'est lui qui va permettre de ne pas modifier votre organisation comptable. Sinon, bien, vous devez changer toute votre organisation comptable et les entreprises aujourd'hui, massivement, nous disent non. Comment font les très grands je discutais avec une entreprise il n'y a pas très longtemps qui me dit, moi, dans mon groupe, j'ai 12 ERP, parce que j'ai des filiales, qu'on a racheté des entreprises, et en rachetant des entreprises, ben, quand on a racheté ces entreprises, elles avaient une organisation comptable qui leur est très propre, et on ne l'a pas touchée parce qu'elle fonctionnait très bien, et on l'a laissée en l'état. Donc aujourd'hui, moi, j'ai 12 schémas comptables, j'ai 12 process dans mon groupe. Et donc l'idée, à ce moment-là, c'est de créer une espace de métastructure dans lequel on va avoir une espèce de centre d'aiguillage où le prestataire va aller chercher dans chacun des ERP la facture telle qu'elle est au bon endroit, la remonter dans cette espèce d'énorme centre d'aiguillage, la transformer au format électronique, balancer ces factures dans le réseau que vous avez là et faire la chose inverse en réception. Donc, dans des groupes comme Carrefour, par exemple, c'est 25 millions d'euros d'investissement pour faire cet énorme boîtier d'aiguillage qui va permettre de faire ça. Donc, vous voyez que derrière la facture électronique, ce n'est pas tellement la problématique de transformer une facture en un fichier. Ça se fait avec un logiciel assez facilement, mais c'est plutôt d'intégrer tout ça dans un process qui est le vôtre aujourd'hui et que vous aurez probablement du mal à vouloir modifier. Voilà pour cette partie-là. Je reviendrai sur tout ça avec vos questions, mais j'essaye de vous donner une vision un peu large, mais vous voyez déjà de la complexité du sujet. Alors, qui est concerné, et là on va descendre, qui est concerné par la facturation électronique? Donc, on va descendre sur le schéma. Donc, la facture électronique, c'est pour qui? Eh bien, c'est pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. À partir du moment où vous avez une activité qui est soumise à TVA, vous aurez l'obligation d'émettre vos factures au format électronique. On verra qu'il y a un calendrier pour ça, mais vous aurez cette obligation. Et ce, quel que soit le client à qui vous vous adressez. Je parle souvent du syndrome Amazon. Quand la facture électronique quand on a commencé à travailler, que la DGFiP a commencé à travailler, très rapidement, de grands opérateurs de vente par le net, et notamment Amazon, se sont intéressés au sujet en disant à l'administration fiscale, mais moi, mes clients sont des particuliers. Moi, je ne suis pas en B2B, je suis en B2C. Donc, je comprends que la facturation électronique s'applique aux entreprises qui sont en régime de TVA. Évidemment, elle s'applique au B2B. Elle s'applique au B2G puisque via Chorus Pro, eh bien, on a déjà un système de plateforme lorsque vous travaillez avec des administrations. Mais par contre, moi, je travaille avec du particulier. Moi, je suis Amazon, je vends à des particuliers. Comment je vais faire pour envoyer une facture électronique à mes particuliers? Parce que on est tous utilisateurs de Amazon. En général, on reçoit plutôt des factures en papier qui accompagnent le colis qu'une facture électronique.
Et là, l'administration fiscale a une réponse qui est très simple, en disant, à partir du moment où vous travaillez avec des particuliers, bien, vous n'avez pas d'obligation d'e-invoicing, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation d'émettre à votre client une facture électronique. Vous n'avez pas cette obligation, vous pouvez continuer à envoyer une facture papier si vous le souhaitez. Par contre, puisque vous êtes en régime de TVA, puisque vous vendez à des particuliers, mais vous êtes soumis à TVA, puisque vous commercez en France, eh bien, vous aurez obligation de déclarer votre TVA. C'est-à-dire qu'il faudra quand même que vous envoyiez un fichier qui permettra d'avoir les éléments permettant le e-reporting, c'est-à-dire que l'État puisse avoir votre déclaration de TVA. Et donc, ça va obliger en fait ces entreprises-là à avoir un double système, d'émettre des fichiers au format électronique pour aller jusqu'à la PPF, pour que la PPF puisse remonter à la DGFiP les éléments nécessaires au calcul de la TVA, et en même temps, avoir un deuxième circuit qui permet d'envoyer aux particuliers une facture au format papier. Vous voyez, petit à petit, on rentre dans toute la complexité de cette réforme et je passe évidemment tous les cas de TVA et tous les cas particuliers de TVA. Mais retenez globalement qu'à partir du moment où vous facturez de la TVA, eh bien, vous êtes soumis à l'obligation de facturation électronique. Et donc, dans le monde du transport, eh bien, tous les transporteurs, tous les logisticiens, quelle que soit leur taille, seront soumis à la facturation électronique, y compris d'ailleurs, et ça a été une question qui a été posée, y compris les auto-entrepreneurs qui sont au forfait. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils ont un forfait que l'administration fiscale leur attribue un forfait qu'ils ne sont pas en régime de TVA et ils devront eux aussi passer au format électronique. Alors, oui, il y a une question qui vient d'apparaître. Est-ce qu'en Facture X, on fait la double opération d'envoyer oui et non? Oui et non. En théorie, oui, mais en pratique, non, puisque la Facture X, c'est d'abord un fichier. Et donc, pour avoir une image de ce fichier, il faut déjà recevoir le fichier. Et aucun particulier ne sera en capacité de recevoir un fichier XML. Donc, le format Facture X, malheureusement, n'est pas la solution pour ce type de cas. Hein, c'est parce que vous recevez le fichier que vous avez le lisible. Vous ne recevez pas le lisible en dehors du fichier. Hein, je réponds à une question qui est apparue sur l'écran rapidement. Donc, retenez que vous serez tous, quelle que soit votre taille, vous serez tous assujettis à l'obligation de facture électronique. Alors, vous y serez assujettis quand? La slide d'après. Et là, encore une fois, on va essayer de décrypter et de voir un peu les subtilités de cette réforme. Eh bien, vous serez obligé d'émettre de la facture électronique aux dates qui sont suivantes, 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour tout le reste des entreprises. Les tailles, c'est les tailles du PGE. Si vous avez été éligible au PDE, donc les grandes entreprises, plus de 500 millions, les ETI de 50 à 500, en dessous de 50, toutes les autres. Alors, en apparence, si vous voulez, ça laisse un peu de temps pour des entreprises plus petites qui se disent, bon, ça va, j'ai jusqu'au 1er janvier 2026, donc j'ai encore 2 ans et demi devant moi pour m'organiser et trouver la solution. Oui, mais non. Pourquoi ? Parce que vous avez une petite subtilité auquel souvent qui nous échappe, c'est que à partir du moment où au 1er juillet 2024, les grandes entreprises sont obligées d'émettre au format électronique. Eh bien, à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises doivent être capables de recevoir de la facture au format électronique. Et c'est là où est le problème. Je suis un petit transporteur du Limousin. J'ai rien contre le Limousin, je peux prendre la Creuse, le Loir-et-Cher ou à peu près tous les départements de France. Voilà, j'ai 3 cartes grises, j'ai 2 employés. Je me dis que effectivement, pour moi, c'est 2026. J'ai un peu le temps de m'organiser, de trouver éventuellement un prestataire et de faire les choses. Oui, sauf que j'ai une petite entreprise, certes, qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais j'ai du téléphone, puisque j'ai un téléphone, et le téléphone, eh bien, que ce soit SFR, Orange ou Bouygues, ce sont des grands comptes. Donc, à partir du 1er juillet 2024, leurs factures, ils vont me l'envoyer en électronique. J'ai aussi, je paye d'électricité, j'ai EDF, grand compte.
donc facture électronique. Et puis, je vais chez Total ou chez un fournisseur de carburant pour m'approvisionner. Ces fournisseurs de carburant sont tous des grands comptes, donc tous en facture électronique. La question qui va se poser pour moi, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai pas d'obligation d'émettre de la facture électronique, mais par contre, il va bien falloir que je la reçoive. Et quand EDF, quand Bouygues, quand Total ou Shell ou quand GRT Gaz va m'envoyer sa facture, il va bien falloir que je puisse la recevoir. Parce que ces gens-là vont m'envoyer, à partir du 1er juillet 2024, uniquement une facture électronique. Ils ont l'obligation de le faire. Donc, ils ne feront pas autrement. Et moi, cette facture électronique, qu'est-ce que j'en fais? Je suis incapable de la lire, je suis incapable de la recevoir. Moi, je n'ai pas d'outil pour recevoir un fichier XML de facture électronique. Et donc, c'est là où va se poser la question. Alors, évidemment, l'État a une réponse, qui est une réponse que je vous livre, mais surtout, n'y croyez pas une seule minute. L'État dit, c'est pas compliqué, on a bien compris qu'il y avait un sujet. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est que dans la PPF, dans le portail public, on recevra les factures au format électronique, on les transformera en un fichier PDF et on enverra ce fichier PDF aux entreprises concernées. Vous imaginez bien que la charge que ça représente pour la PPF, la puissance informatique que ça représente pour la PPF, c'est un challenge quasiment impossible. La PPF sera absolument incapable de faire ça, et ce d'autant plus qu'on sait aujourd'hui qu'à date, la PPF est dimensionnée pour traiter 50 000 entreprises, alors qu'il y en a 4 millions à traiter. Donc, de toute façon, et donc ça veut dire que dès 2024, même les entreprises qui ne sont pas soumises à obligation d'émission vont devoir se doter d'un prestataire, vont devoir travailler avec un prestataire pour que ce prestataire, que ce soit une PDP ou un OD, on a vu ces deux acteurs-là, l'un ou l'autre, peu importe, pour que cet acteur puisse recevoir la facture au format électronique, la mettre au format souhaité par l'entreprise, un fichier PDF par exemple, et la renvoyer au bon format à l'entreprise, de la même façon, pour que demain, eh bien, cette plateforme puisse récupérer la facture au format de l'entreprise, un PDF par exemple, le transformer en un fichier de facture électronique, un fichier XML, et pouvoir ensuite lui faire suivre le cursus. Mais ça veut dire que dès 2024, toutes les entreprises doivent être en capacité de recevoir de la facture électronique, puisque c'est bien ce qu'elles vont recevoir de leurs grands clients. Donc, vous voyez, cette subtilité est assez importante. Est-ce qu'on a le temps pour émettre? Oui. Pour recevoir? Ben non, puisqu'il faudra, dans une grosse année, être capable de le faire. Et donc, eh bien, il va falloir se mettre en quête assez rapidement d'un prestataire qui est capable de vous offrir ce type de service pour que vous puissiez recevoir les factures de vos fournisseurs et les traiter le plus normalement possible. Jusque-là, j'espère que ça va, mais on verra après avec vos questions si j'ai été suffisamment clair. Alors, on va descendre quelques slides et on va revenir sur quelques petits sujets de complexité, puisque comme si ce n'était pas assez complexe, eh bien, voilà, revoilà le problème de la conformité. Je répondrai à Pascal après. Mais donc, le problème de la conformité, c'est que vous savez qu'une facture comporte déjà un certain nombre de mentions obligatoires et que, ne vous trompez pas, dans le cadre de la facturation électronique, ces mentions obligatoires seront réellement obligatoires. Aujourd'hui, évidemment, entre l'acheteur et le vendeur, entre le vendeur et son client, eh bien, la facture circule. Elle comporte un certain nombre de mentions. Est-ce qu'elle comporte toutes les mentions obligatoires? C'est pas certain. Est-ce qu'elle répond à toutes les obligations réglementaires? C'est pas certain non plus. L'important, c'est que entre le vendeur et l'acheteur, eh bien, cette facture, elle soit comprise des deux et qu'elle permette à la marchandise d'être livrée et d'être payée. Mais globalement, on a en France des factures dont on peut s'interroger sur la régularité à l'égard d'une réglementation qui impose énormément de choses. Par exemple, la réglementation sur les délais de paiement qui vous impose que tous les délais de paiement que vous avez négociés
doivent être inscrites dans la facture. Toutes les conditions doivent être inscrites dans la facture. La facturation électronique, évidemment, impose que les factures soient parfaitement régulières, parfaitement conformes. Et là encore, ça peut être une des missions du prestataire, un des services que les prestataires auxquels vont répondre, puisqu'il faudra que ces factures comportent l'ensemble des mentions obligatoires prévues par la loi. Et on pense que ce sera une des tâches du prestataire que de vérifier que vos factures soient parfaitement conformes à la réglementation, puisque ça va être une norme obligatoire, à défaut duquel ces factures seront rejetées par la PPF, rejetées par les PDP notamment. Mais cette réglementation va rajouter de nouvelles normes et vous allez voir que vous avez en plus, il faudra que l'authenticité de l'émetteur puisse être certaine, il faudra que le contenu ne puisse pas être altéré, il faudra que pendant toute la période de conservation, la facture puisse avoir un lisible, il faudra la présence d'une piste d'audit fiable, il faudra l'utilisation d'une signature électronique. Bref, il va falloir un certain nombre de choses qui vont se rajouter à la facture telle qu'elle est aujourd'hui, avec un décret qui va imposer des contrôles systématiques sur la présence des mentions obligatoires et la tenue d'un certain nombre de fichiers qui font la chronologie des échanges. Tout ça, c'est extrêmement lourd et vous imaginez bien que nos entreprises, et notamment nos entreprises les plus petites, seront dans l'incapacité de gérer toute cette dimension-là, régularité de la facture et ensuite reporting, contrôle, conservation des factures aux normes qui vont être imposées par la réglementation. Et c'est probablement un des services, et ce sera même certainement un des services qu'ouvriront les prestataires, que ce soit des PDP ou des OD. En gros, eh bien, toute cette charge-là sera externalisée aux prestataires parce que, à part les plus grosses entreprises françaises, eh bien, la plupart des entreprises refuseront de mettre des équipes et des moyens pour gérer toute cette dimension de conformité de la facture et de contrôle de ces factures. On va rajouter encore une couche de complexité et après, je vous promets, c'est la dernière couche de complexité pour que vous évitiez ensuite que vous soyez totalement découragé par tout ce que je viens de vous dire. Dernière couche de conformité, les statuts, les fameux statuts de la facture. Alors ça, c'est une couche de complexité, mais c'est une vraie bonne idée. Ça, c'est un vrai progrès. Ça va être compliqué à gérer, mais pour l'entreprise, c'est un progrès extrêmement intéressant. On va descendre sur la slide d'après et on va mettre le tableau en bleu. Voilà, les 12 statuts et on va garder ce tableau et on va essayer de l'agrandir. Quand aujourd'hui, vous envoyez votre facture, vous êtes fournisseur et vous envoyez une facture à votre donneur d'ordre, à votre client. À partir du moment où vous avez envoyé la facture, c'est le blackout. C'est-à-dire que vous ne savez pas si cette facture elle a été reçue, vous ne savez pas si elle a été jugée comme conforme ou pas, vous ne savez pas si elle est en cours de traitement, vous ne savez pas s'il y a un litige, vous ne savez pas si elle va être payée. Et en général, la plupart des entreprises se rendent compte qu'il y a un problème quand ils attendent leur règlement, que le règlement n'arrive pas, qu'ils appellent l'entreprise en disant « Écoute, apparemment, je n'ai pas été payé, qu'est-ce qui se passe ?» et qu'on vous explique que sur cette facture, il y avait un numéro d'ordre qui manquait, ou il y avait un caractère qui était effacé, ou il y avait Dieu sait quoi, et votre facture n'a pas pu être traitée. Et donc, vous apprenez qu'il y a ce litige quand vous devez être payé. Donc, vous renvoyez une facture en catastrophe en disant « Merde, il faut que je renvoie vite une facture » et vous êtes payé. Et ce paiement a pris 15, 17, 20, 30 jours de plus. En France, on n'est pas un très bon élève, puisque en France, le délai moyen de retard d'une facture, c'est 17 jours. Donc, vous voyez qu'entre les 60 jours qui sont le délai maximum prévu par la loi et les 77 jours de délai de règlement moyen d'une facture en France, eh bien, nous avons 17 jours de plus, sachant que, pour faire simple, un jour de retard, c'est 1 milliard de crédits inter-entreprises de plus. Donc,
l'État dit, eh bien maintenant, à partir du moment où on a une facture qui circule par voie électronique, on va mettre sur cette facture des capteurs, en fait, pour pouvoir suivre comme un GPS, comme le GPS qui permet de suivre vos camions et de tracer leur activité, eh bien, on va mettre un marqueur et on va tracer l'activité de la facture. Et on va créer, l'État dit, on crée 12 statuts de cette facture, des statuts qui devront être des marqueurs qui devront être émises par la partie émettrice, donc en l'occurrence le fournisseur, hein, celui qui émet la facture, et par le réceptionneur, l'acheteur, celui qui va recevoir la facture. Eh bien, chacun va avoir une obligation, c'est de mettre des marqueurs sur cette facture pour être capable d'indiquer à la partie adverse, à la contrepartie, eh bien, exactement dans quel état est cette facture. Alors, vous avez 12 états. Vous voyez, la facture, elle a été déposée sur une plateforme. Elle a été émise par la plateforme. Ça, c'est à la charge du fournisseur. Ensuite, l'acheteur, lui, il va avoir une obligation de déclarer quand est-ce qu'il a reçu, quand est-ce que la plateforme a reçu cette facture, quand est-ce que la plateforme l'a mis à disposition de son client, de l'entreprise, quand est-ce que l'entreprise l'a prise en charge. Ensuite, elle va devoir donner un état à cette facture. Est-ce que cette facture, elle est approuvée, elle est suspendue ou elle est en litige? Si elle est suspendue, elle doit être complétée par l'entreprise, par l'émetteur, par le fournisseur. Lorsque le fournisseur a complété cette facture, eh bien, il devra indiquer qu'elle est complétée. Et ensuite, cette facture, elle peut être soit rejetée, et dans ce cas-là, il faudra l'indiquer, soit elle peut être mise en paiement. Et enfin, eh bien, la partie émettrice, le fournisseur, devra indiquer qu'il a bien encaissé le paiement. Tous ces statuts vont devoir tracer le cycle de vie de la facture. On parle du cycle de vie de la facture. 3, au départ, dans la réglementation de la facture électronique, 3 de ces statuts vont être obligatoires. C'est celui de déposer, celui de rejeter et celui d'encaisser. On peut penser qu'au fur et à mesure de la réforme, eh bien, d'autres statuts deviendront obligatoires. En gros, comment ça va se passer? Eh bien, je vais aller, moi, me connecter sur la plateforme qui traite ma facture, alors soit sur la PPF, soit sur une PDP, soit c'est mon opérateur de dématérialisation qui le fera pour moi. Je vais aller me connecter sur la plateforme et je vais donner à la plateforme, je vais indiquer à la plateforme ses statuts. Je vais, par exemple, quand je suis le fournisseur, eh bien, je vais aller me connecter sur la plateforme et je vais dire à la plateforme que j'ai déposé ma facture. Donc, je vais mettre ce marqueur dans la plateforme, ce qui permettra à la plateforme d'envoyer cette information à la plateforme du client, qui recevra donc cette information, et la plateforme du client mettra l'information à disposition du client qui viendra se connecter lui-même sur sa propre plateforme. Donc, en gros, c'est les plateformes ou les OD qui vont récupérer ces statuts et qui vont transmettre ces statuts à votre contrepartie pour que la contrepartie soit au courant de l'état dans lequel est votre facture. Pour l'instant, il n'y a que ces 3 statuts que j'ai surlignés en jaune qui seront obligatoires, mais on peut penser que progressivement, tous ces statuts deviendront obligatoires. Vous avez déjà la possibilité, les plateformes ont déjà la possibilité de transmettre ces informations sous réserve, à la condition qu'elles les reçoivent bien de leurs clients. C'est-à-dire que vous, dans votre process de traitement de facture, vous devrez être capable d'informer aux différentes étapes de ce process la plateforme que la facture a bien été reçue, que la facture a bien été traitée ou qu'elle a été mise en litige pour que votre plateforme puisse transmettre cette information à la plateforme de votre client de telle sorte qu'il soit informé. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet de suivre la facture de son dépôt sur la plateforme jusqu'à l'encaissement du paiement. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que ça va permettre de lever un certain nombre d'incertitudes sur où est-ce qu'en est ma facture. Ça va permettre aussi, lorsqu'il y a des litiges ou lorsque les factures sont rejetées, de le savoir très rapidement pour pouvoir appeler son client et lui dire comment se fait-il que, et trouver la bonne façon de résoudre le problème. Mais voilà, ces statuts sont des choses très intéressantes.
dans la réforme pour pouvoir suivre les factures. Par contre, évidemment, eh bien, ces statuts, la charge de ces statuts sera probablement celle des plateformes que vous aurez choisies. Ce seront, encore une fois, ce sera probablement un des services que mettra à disposition le prestataire que vous allez choisir, puisqu'il appartiendra à ce prestataire à récupérer les statuts dans votre système d'information, dans vos outils, et de transférer ces statuts soit à la PPF, soit au PDP avec lesquels il va travailler, avec lesquels il va être connecté. Donc, voilà pour cette dernière couche de complexité que sont les statuts de la facture. Voilà, je vais m'en arrêter là parce que je pense que vous avez déjà certainement ou des questions ou des interrogations. Et puis, je pense que c'est déjà assez lourd et assez compliqué comme ça. Si vous voulez, on peut passer aux questions et j'essaierai d'y répondre de la meilleure façon possible. Je ne pourrai peut-être pas répondre à tout, mais je vais essayer de faire le maximum. Est-ce que c'est Camille qui gère? Merci. Oui, merci, Monsieur Ornel. On va prendre dans l'ordre du coup. On avait la question, les prestataires seront-ils prêts comme Ecomove? Alors, moi, je ne sais pas si Ecomove, je ne sais pas ce que fera Ecomove et quel type de service pourra mettre Ecomove. Alors, vous allez avoir, aujourd'hui, vous avez en France une quarantaine d'entreprises qui sont prêtes à traiter la facture électronique. Nous, chez Arkea, on a une structure qui est dédiée et pour laquelle je travaille, qui s'appelle Piteas, qui est une plateforme de dématérialisation qui est tout à fait capable aujourd'hui d'émettre, de recevoir de la facture en format Facturix. C'est le format qui a été choisi. On pense que le format Facturix, c'est le format qui va être le plus courant en Europe parce que c'est le format le plus intéressant pour plein de raisons, mais notamment pour les sujets de conservation et d'archivage. Mais c'est un format qui est très intéressant, donc on va probablement l'utiliser massivement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose. Donc, vous avez un certain nombre de prestataires. Alors, ces prestataires ne seront pas tous probablement PDP. Pourquoi? Parce que pour être PDP, il y a des contraintes, il y a un cahier des charges de l'administration de la DGFiP qui est extrêmement lourd, notamment un cahier des charges en termes de normes d'authentification et de sécurité informatique. Et donc, tout le monde ne sera pas PDP, mais qu'on soit opérateur de dématérialisation ou plateforme dématérialisée partenaire, le service sera à peu près identique. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs sont déjà prêts. Donc, si vous vouliez passer en facturation électronique aujourd'hui, vous pourriez le faire assez facilement avec un certain nombre d'opérateurs qui existent. Encore une fois, il y a une quarantaine d'opérateurs en France qui sont parfaitement prêts pour passer au format de la facture électronique. Si nous devions y passer demain matin avec nos outils et notre structure, nous pourrions le faire. Le risque n'est pas celui-là. Le risque, c'est l'embouteillage. C'est-à-dire qu'il ne vous aura pas échappé qu'on va faire passer 4 millions d'entreprises au format électronique et que je vous parle d'une quarantaine d'opérateurs. Alors, vous imaginez bien 40 opérateurs face à 4 millions d'entreprises et à 2,5 milliards de factures, ça ne va pas faire le poids très longtemps. Le problème, ce qui va se passer, c'est que si on a des entreprises qui s'y prennent suffisamment à l'avance, eh bien, ça se passera bien, c'est-à-dire qu'on va intégrer ces entreprises progressivement, en commençant évidemment par les plus grosses, parce que c'est avec les plus grosses qu'on a des problématiques d'intégration aux outils comptables qui sont les plus difficiles à résoudre. Mais on pourra faire ça et on pourra se dire, allez, il y a 3 ans, pour intégrer progressivement les entreprises dans l'outil. Ce qui risque de se passer, c'est ce qui se passe d'habitude, malheureusement, c'est que beaucoup d'entreprises vont se dire qu'il est urgent d'attendre, que c'est un gros chantier, que c'est compliqué, qu'ils ont autre chose à faire, que la crise, que l'Ukraine, que tout un tas de raisons pour procrastiner, j'aime bien ce mot. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va se réveiller en se disant « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Je crains que le 1er juillet 2024, le réveil soit brutal, parce qu'il y a un certain nombre de factures qui ne pourront plus vous parvenir parce qu'elles seront en format électronique et vous serez incapable de les recevoir. Et là, pour le coup, tout le monde se précipitera chez son éditeur de logiciel, chez un prestataire, donc va demander à son banquier, va demander à son expert comptable à qui je peux m'adresser. Et là, il va y avoir un goulet d'étranglement qui risque d'être terrible. On s'attend à avoir des moments extrêmement compliqués et on s'attend à avoir on travaille déjà à des schémas qui pourraient être des schémas de plug and play
avec un espèce de format de service minimum dans lequel on dira à l'entreprise, tu te plugues à la plateforme, tu mets sur la plateforme ce que tu as dans le format où tu es et on se débrouillera pour te traiter ça. Voilà. Par contre, évidemment, et c'est une remarque que j'ai souvent, eh bien, tout ça, ça aura un coût. Puisque l'accès à un prestataire, ce prestataire vous facturera ses services. Et donc, clairement, la facturation électronique, pour une entreprise, c'est un coût supplémentaire puisque vous n'aurez pas d'autre solution que de passer par un prestataire. Aller directement à la PPF et sera quasiment impossible. Merci. Est-ce que le même processus pour des clients dans l'Union européenne? Alors, la facture électronique, elle s'est déployée, elle se déploie partout en Europe, dans tous les pays en Europe. Il y a même des pays qui sont déjà plus avancés, qui sont plus avancés que nous sur le sujet de la facturation électronique. Pour l'instant, il n'y a pas, on parle d'interopérabilité. Pour l'instant, il n'y a pas réellement d'interopérabilité entre les plateformes. C'est-à-dire que les plateformes en France seront pas connectées avec leur homologue en Allemagne, en Italie ou en Espagne. L'enjeu, c'est que toutes ces plateformes soient interopérables et que la TVA intracommunautaire puisse être déclarée dans les pays concernés. Et ça, l'Europe, l'Union européenne, qui est très impliquée, puisque c'est l'Union européenne qui a déterminé les formats du socle, ces fameux formats XML, UBL, C2I, Facturix, c'est l'Europe qui les a décidés. Il y a une norme européenne qui régit la facture électronique, qui est une norme européenne décidée par l'Europe et qui s'impose à l'ensemble des pays. Et à partir de 2027, eh bien, toutes les plateformes devront être interopérables, c'est-à-dire que vos factures s'échangeront par ces plateformes dans toute l'Union européenne, puisque toutes les plateformes devront être connectées entre elles. On ne sait pas encore comment, on ne sait pas par quel canal, mais elles devront être connectées entre elles en 2027. Donc oui, la facture électronique à partir de 2027 sera un sujet complètement intégré en Europe, pas dans le reste du monde. Si vous avez des clients ou des fournisseurs qui sont hors zone européenne, eux, ils échapperont complètement à la facture électronique. N'imaginez même pas envoyer un fichier XML à un fournisseur chinois. Je pense que vous n'êtes pas prêt de voir votre marchandise. Donc, ça veut dire que pour les entreprises qui ont une activité en France ou en Europe et une activité à l'international, eh bien, malheureusement, il faudra garder les deux systèmes de facturation. Vous aurez une partie de votre facturation qui sera obligatoirement en facturation électronique et vous garderez votre schéma traditionnel pour vos clients ou vos fournisseurs qui seraient hors de la zone européenne parce qu'eux ne seront pas en capacité de recevoir de la facture électronique, même si en Amérique latine, par exemple, les factures circulent déjà par voie dématérialisée et le continent sud-américain, dans certains pays, est plus en avance que nous sur ces sujets-là. Donc, on peut peut-être imaginer à un moment donné qu'il y ait des connexions qui s'établissent avec certains pays et que des canaux qui aient de l'interopérabilité qui soient avec certains pays, sous réserve que les formats de facture soient les mêmes, bien sûr, ce qui est encore un autre sujet. Merci beaucoup. Si je paye le fournisseur et qu'il ne met pas sur la plateforme le statut encaissé, y aura-t-il un impact sur la déclaration de TVA? Alors, il n'y a pas d'impact sur la déclaration de TVA. Déjà, je vais vous donner une très, très mauvaise nouvelle. C'est que le fait de passer en facturation électronique avec une déclaration en temps réel ne changera rien dans vos processus de déclaration, c'est-à-dire la fameuse CA3 ou CA12 que vous faites. Eh bien, vous continuerez à la faire de la même façon. C'est souvent la question de dire, puisque l'État maintenant est informé en temps réel de mes activités et de ma TVA, eh bien, je n'aurai plus de déclaration à faire. Eh bien, non, pas du tout. Vous aurez exactement les mêmes déclarations à faire, puisque sur ces déclarations, vous êtes amené à faire la balance entre la TVA collectée et la TVA déductible. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ce n'est pas l'administration qui le fera pour votre compte. Donc, malheureusement, vous garderez vos déclarations de TVA exactement comme vous les faites jusqu'à présent. Ça ne changera rien à votre process de déclaration, même si, par contre, l'État saura très exactement sur ce que vous mettrez un montant dans la TVA collectée, par exemple, l'État connaîtra très précisément le montant réel de la TVA que vous avez connectée, puisqu'elle connaîtra toutes vos transactions. Merci beaucoup. Un client grand compte peut-il obliger son fournisseur taille PME à émettre sa facture sous format électronique avant le 1er janvier 2026? Alors, dans le rapport de force entre un donneur d'ordre et son client, tout est possible, mais en tout cas, ce n'est pas réglementaire. Mais dans la réalité, le problème ce ne sera pas un vrai problème. Pourquoi? Parce que de toute façon,
toutes les entreprises vont devoir trouver une solution pour 2024, pour le 1er juillet 2024. C'est-à-dire qu'il va bien falloir que vous soyez en capacité de recevoir des factures en format électronique. Vous n'allez pas avoir le choix, puisque vos grands donneurs d'ordre vont vous envoyer des fichiers, des factures en format électronique. Alors, même s'il y aura probablement une période de transition où on va demander à EDF, à Orange et aux grands acteurs de continuer à vous envoyer, on pense qu'il y aura quand même une période de transition pour qu'au 1er juillet 2024 au matin, tout le monde ne se réveille pas avec mal à la tête et surtout que ça rassure un peu aussi les grands opérateurs parce que un Orange qui dit, mais moi, je veux bien envoyer de la facture électronique à mes clients, mais il y en a combien qui vont la recevoir et s'ils ne la reçoivent pas, ils ne paieront pas. Donc, on a tous ces sujets-là. Donc, vous allez devoir de toute façon travailler avec un prestataire assez rapidement, probablement sur le 2e semestre 2024. Et ce prestataire que vous allez choisir, il sera capable d'émettre. Donc, si vous avez un grand donneur d'ordre qui vous dit, moi, je voudrais que vous émettiez de la facture électronique parce que, franchement, la cohabitation des deux formes de facture me complique la vie, eh bien, vous demanderez à votre prestataire d'émettre de la facture électronique, ce qu'il sera en capacité de faire, évidemment. Donc, à partir du moment où vous avez un prestataire qui sait recevoir de la facture électronique et vous la rematérialiser au format PDF, par exemple, eh bien, il saura faire exactement le schéma inverse, c'est-à-dire récupérer votre PDF, par ossérisation, extraire de ce PDF les données de facturation et les porter et les mettre dans un fichier. Il saura le faire. Donc, si vous avez un prestataire et que vous avez un donneur d'ordre qui vous demande de passer d'émettre de la facture électronique, un de vos clients qui vous demande de le faire, vous demanderez à votre prestataire de le faire et il vous le fera sans difficulté. Ça aura un coût, évidemment, mais il vous le fera sans grande difficulté. Alors, une question complémentaire à celle-ci, aura-t-il le droit de le mettre dans un appel d'offres? Ah oui, oui, il aura le droit de le mettre. On peut mettre tout ce qu'on veut dans un appel d'offres. On peut mettre que vos camions soient verts avec des pois jaunes et fonctionnent à l'huile de friture. Vous pouvez mettre tout dans un appel d'offres. Après, il faut que vous ayez des prestataires qui répondent à l'appel d'offres et qui sont capables de livrer ce que vous demandez. Vous savez, dans l'appel d'offres de la facture électronique, pour parler d'appel d'offres, dans les PDP, l'État dit, l'État fixe dans le cahier des charges le fait que les hébergeurs, ceux qui vont héberger, vous savez, le fameux cloud, puisque toutes ces données sont dans le cloud, et bien que les hébergeurs soient en France, en tout cas en Europe. Et donc, dans le cahier des charges, l'administration dit il faut que vos hébergeurs soient idéalement en France, en Europe, à défaut, en tout cas, absolument pas ailleurs. Et l'administration va plus loin en disant et il faut que le cloud soit en France. Donc là, et vous imaginez, c'est un cahier des charges. Donc vous avez un appel d'offres, un cahier des charges qui dit il faut que le cloud, il faut que la donnée soit en France. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières ou qui passe les frontières. Le cloud, il est partout, il est nulle part. Revoyez Matrix pour les amateurs de ce genre de film. Voilà. Autant dire que l'hébergeur doit être français ou européen, ça a du sens. Autant dire que le cloud doit être sur le territoire français, ça n'a aucun sens. Donc voilà, vous pouvez avoir des cahiers des charges qui vous imposent de la facturation électronique. À vous d'y répondre ou pas. Mais encore une fois, je pense que ce ne sera pas un problème. Si vous avez un prestataire qui sait traiter de la facture en réception, il saura forcément traiter de la facture en émission et vous pourrez forcément y répondre à ce moment-là. Merci. Existe-t-il une liste des opérateurs PDP ou OD qui sont prêts? Alors, tous ceux, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'opérateurs qui sont prêts. Pour l'instant, la candidature PDP, elle sera ouverte au mois de mai. On pourra faire acte de candidature. Et ensuite, avec une décision qui aura lieu probablement, on l'espère, avant la fin de l'année. Il faut absolument qu'elle ait lieu avant la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, vous avez un ensemble d'opérateurs qui sont prêts, qui seront PDP ou qui seront OD en fonction de ce qu'ils choisiront comme statut. Mais vous avez plein d'opérateurs aujourd'hui qui sont prêts. Déjà, la plupart des établissements bancaires ont choisi un prestataire. Alors, soit il leur appartient, c'est une de leurs filiales, c'est le cas chez nous, soit c'est un prestataire avec lequel ils ont des accords particuliers. La plupart du temps, c'est une de leurs filiales. Mais vos experts comptables auront forcément aussi des solutions. Ça ne sera pas très difficile d'avoir une liste de prestataires susceptibles de répondre à vos besoins dès aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est absolument capable d'envoyer et de recevoir les statuts, on est tout à fait capable de le faire. Et après, ce sera de la négociation commerciale classique. Quel est le service dont j'ai besoin et combien il m'est facturé? Merci. Comment être sûr qu'une plateforme est bien déclarée?
Alors, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle, et je remets encore une couche de complexité particulière, vous allez avoir ce qu'on appelle un annuaire, c'est-à-dire que l'État va imposer un annuaire dans lequel vous aurez en fait toutes les entreprises, et ces entreprises devront déclarer dans cet annuaire quel est le prestataire qu'elles utilisent. C'est-à-dire, est-ce que ces entreprises sont directement connectées à la PPF ou est-ce qu'elles utilisent une PDP ou une PDP via un OD. Et donc, cet annuaire permettra en fait de savoir où les factures doivent aller. C'est-à-dire que moi, je suis la PDP ou l'OD de mon client, je reçois sa facture, je la mets au format, mais après, il faut que je sache à qui l'envoyer. Et pour savoir à qui l'envoyer, eh bien, je vais aller dans l'annuaire et je vais accéder à l'annuaire. Et dans cet annuaire, je verrai que le client, votre client, lui a contracté avec la PDP Toto. Et donc, c'est bien à la PDP Toto que je dois envoyer la facture pour que la PDP Toto puisse la router chez votre client. Donc, vous aurez un annuaire. Cet annuaire, il sera tenu par la PPF et il sera mis à disposition des PDP qui pourront accéder à cet annuaire pour connaître exactement le circuit à faire pour la facture. Donc, tout ça, ce sera référencé dans un énorme annuaire qui sera tenu par la DGFiP. Merci. Nos principaux clients sont des viticulteurs. Est-ce qu'ils recevront les factures en format PDF comme les particuliers ou alors devront-ils faire la démarche eux-mêmes de transformer les factures XML en format PDF? Tout dépend quel est le statut de votre agriculteur. Votre agriculteur, s'il vous vend, enfin, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité agricole, mais a priori, votre viticulteur vous vend du vin, qu'il soit en vrac ou qu'il soit embouteillé, et à partir du moment où il vous vend du vin, il est éligible à la TVA. Donc, à partir du moment où il est éligible à la TVA, où il supporte de la TVA, eh bien, il devra émettre de la facture électronique. Alors, en fonction de sa taille, ce sera plutôt le 1er janvier 2026, puisque des viticulteurs ETI, il y en a quelques peut-être, mais j'en doute. Il y a des négociants qui sont des ETI, mais des viticulteurs, j'en doute, hein, des viticulteurs qui… mais c'est possible dans certaines régions comme la Bourgogne, peut-être, je ne sais rien. Mais donc, vous serez obligé d'émettre. Par contre, vous serez obligé de recevoir de la facture électronique. Le viticulteur sera obligé de recevoir de la facture électronique de ses clients, notamment quand ces clients sont des grands négociants. Voilà, on a un certain nombre de grands négociants qui sont des grands comptes ou des ETI. Eh bien, si vous travaillez avec les Grands Chais de France, hein, par exemple, qui est une ETI, ben, les Grands Chais de France, à partir du premier, qui est un des plus gros négociants français, à partir du 1er janvier 2025, il vous enverra de la facture électronique. Et que vous soyez un petit viticulteur du Bordelais ou de la vallée de la Loire, eh bien, vous recevrez de la facture électronique. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Et il faudrait bien que vous puissiez la traiter. Merci. Vous avez répondu en partie, mais la facture électronique concerne l'UE. Quid du Royaume-Uni et de l'espace Schengen? Dans l'espace Schengen, tout ce qui fait partie de la communauté européenne sera soumise progressivement, sera intégré dans la réforme de la facture électronique, je disais, avec cette interopérabilité qui doit se mettre en place à partir de 2027. L'Angleterre, non, hein, par principe, puisque l'Angleterre maintenant ne fait plus partie de l'Europe depuis le Brexit. Et donc, vous aurez un schéma différent pour les Anglais. Et je sais que pour le commerce, notamment tous les transporteurs qui font du transmanche, hein, ça sera une complexité supplémentaire puisqu'ils ne pourront pas émettre de facturation électronique à l'égard vis-à-vis de leurs clients anglais, et donc ils devront garder un double schéma de facturation, puisque probablement qu'en Angleterre… Alors après, on peut imaginer que les Anglais s'adaptent et passent au format électronique pour être capables de recevoir des factures électroniques, mais pour l'instant, ils n'ont pas d'obligation. Merci. Le coût de la plateforme dépendra-t-il du nombre de factures déposées? Quels seront les autres critères pour les coûts? Alors, le coût de la plateforme, elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre effectivement de la volumétrie que vous allez traiter, hein, puisqu'on peut penser que ça va être le cas notamment des PDP, que les PDP auront une facturation à la facture. Hein, vous diront, à chaque fois que je traite une facture, c'est 15 centimes, 20 centimes, 30 centimes, je ne sais rien. Donc, vous aurez des coûts à la facture, mais vous aurez surtout des coûts au service. C'est-à-dire que quels sont les services que vous utiliserez? Est-ce que c'est juste transmettre de la facture? Et si c'est juste transmettre de la facture, ce sera peut-être, je dis n'importe quoi, à 15 centimes par exemple. Mais est-ce que cette facture, je dois aussi la dématérialiser? Et si je la dématérialise, c'est un peu plus cher. Est-ce que cette facture, je dois la dématérialiser
et je dois la contrôler. Est-ce que je dois contrôler la conformité de la facture? Et ça, ça sera un service de plus. Est-ce que c'est moi qui dois mettre en place, est-ce que c'est moi qui dois communiquer sur les statuts? Est-ce que c'est moi qui dois aller venir chercher les statuts chez vous pour pouvoir ensuite les réimplanter dans la plateforme? Bref, à chaque fois que vous allez mettre des couches de service, vous aurez une tarification adaptée. Évidemment, plus vous demanderez de services à la plateforme, plus ces services seront complexes et plus la facturation sera en conséquence. Tout dépend de ce que vous allez demander à votre plateforme, mais vous risquez de lui demander pas mal de choses. Merci. J'ai peut-être répondu, est-ce qu'un éditeur ERP peut devenir OD? Alors, tous les éditeurs de ERP vont rentrer dans le dispositif. À minima parce qu'ils vont vous fournir des outils de dématérialisation, ils vont vous fournir des logiciels qui permettront de dématérialiser vos factures et peut-être d'avoir quelques services connexes à cette dématérialisation. Est-ce que les éditeurs de logiciels seront OD? Probablement que les éditeurs de logiciels seront OD. Ce sera probablement le cas d'à peu près tous. Est-ce qu'ils seront PDP? Probablement pas. En tout cas, certains d'entre eux le seront, mais pas tous. Et peut-être que certains gros n'y seront pas parce que, en fait, si vous voulez, la problématique, c'est que que l'on soit, pour une entreprise, que l'on soit OD ou PDP, ça ne changera rien. C'est-à-dire que ce qui va être important pour une entreprise, c'est le prestataire et la qualité de service et l'offre du prestataire. Que ce prestataire soit un opérateur de dématérialisation ou une PDP, ça ne changera absolument rien. Ce sera transparent pour vous. Par contre, lorsqu'on veut être PDP, la réglementation, on a un certain nombre d'avantages à être PDP, mais on a beaucoup d'inconvénients, et notamment de répondre au cahier des charges de la DGFiP qui est extrêmement lourd. Et donc, n'iront à la PDP que des gens qui ont déjà des volumes de factures importants, et qui ont besoin d'être connectés en direct avec d'autres PDP ou qui ont besoin d'être connectés en direct avec la PPF et ont besoin de faire circuler de la facture parce que dans leur modèle économique, ce sera un élément important. Mais beaucoup d'acteurs seront OD et notamment, on peut penser qu'un certain nombre d'éditeurs de logiciels n'auront aucun intérêt à aller à la PDP alors qu'ils proposeront déjà tout un ensemble de services en tant qu'OD. Et ce qu'ils feront, c'est qu'ils iront se connecter à la PPF et ils iront se connecter à 1, 2, 3, 4, 5 plateformes PDP dont ils seront, entre guillemets, partenaires. Ils créeront un connecteur entre eux et la plateforme. Et à partir de là, ils utiliseront la PPF et la PDP pour le traitement des factures de leurs clients. Mais pour vous, ce sera, j'entends beaucoup de gens me dire, est-ce qu'il faut que j'aille vers un OD, est-ce qu'il faut que j'aille vers un PDP? Il faut que vous alliez surtout vers celui qui vous donnera le meilleur service au meilleur prix. Après, son statut à l'égard de la PPF, franchement, ce n'est pas très important pour l'utilisateur. Merci. Alors, nous avons encore pas mal de questions. Comment allons-nous faire pour remettre une facture XML avec des CMR joints en PDF? Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez rien joindre à votre facture XML. Vous ne pourrez pas. Vous devrez faire, faire deux choses. Ou vous devrez dématérialiser votre CMR pour l'intégrer à votre facture. Alors vous avez dans les entreprises des circuits qui sont des circuits propres à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va dire, moi, la facture, pour la valider, j'ai besoin d'avoir un document qui est un document que l'entreprise émet, par exemple, et que son fournisseur doit compléter. Je dis n'importe quoi. Vous avez des process particuliers qui sont établis entre le vendeur et son client. Eh bien, ces process, si vous voulez qu'ils perdurent, il faudra les intégrer dans votre facture électronique. C'est-à-dire que vous aurez dans votre facture électronique des mentions particulières. Ça existe aujourd'hui dans vos factures. Dans vos factures, vous avez des mentions particulières qui sont des mentions qui ne vous concernent que vous et votre client, qui ne sont pas des mentions légales, qui ne sont pas des mentions obligatoires. Eh bien, ces mentions, vous devrez les mettre. Et si vous avez des mentions sur la CMR qui sont indispensables pour le paiement de votre facture, vous devrez les dématérialiser. Ou alors, vous devrez envoyer votre facture électronique et envoyer à côté, eh bien, par un fichier PDF, par une boîte mail, vous devrez envoyer la CMR.
Vous n'aurez pas le choix. Mais vous ne pourrez rien plugger à votre facture électronique. Par contre, vous pourrez rajouter des lignes de code qui sont des options qui sont la partie, je dirais, la partie personnalisée de la facture que vous pourrez rajouter et vous aurez un fichier qui sera juste beaucoup plus gros. Il faudra que quelqu'un sache le faire. Merci. Alors, 2 questions qui sont en lien. Quid de certains gros groupes de transporteurs qui nous obligent à télécharger nos factures sur leur portail client? Et ensuite, on a la question, aujourd'hui, nous déposons nos factures sur le portail de certains de nos clients. Demain, faudra-t-il continuer et donc faire double manipulation? Ou bien est-ce que les clients viendront récupérer directement leurs factures sur notre portail? Alors après, il faudra que les entreprises qui font ça, eh bien, elles adaptent leur portail. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont conserver leur portail, mais la question, ça va être quelles sont les factures que ce portail va être capable de recevoir, qu'est-ce qu'on va vous demander de mettre sur ce portail. Eh bien, tout ça va devoir évoluer au format de la facturation électronique. Alors, dans des métiers comme les vôtres, on a des petites solutions qui est une solution assez maligne qui s'appelle l'autofacturation. Le principe est assez simple. Vous avez un donneur d'ordre, souvent des grands donneurs d'ordre, qui ont un certain nombre de sous-traitants. Ils ont un grand nombre de tractionnaires, par exemple, qui sont des entreprises beaucoup plus petites, qu'ils font travailler de façon très régulière, hein, qui sont leurs prestataires habituels et qui font travailler sur telle ou telle ligne ou tel type de marchandise. Eh bien, une des possibilités qui va être offerte, ça va être de faire de l'autofacturation. C'est-à-dire que l'entreprise, le donneur d'ordre, va envoyer un bon de commande. Je prends ce cas-là, mais ça peut être un autre support. Mais un bon de commande, c'est le plus simple. Ce bon de commande va être reçu par le prestataire. Le prestataire va le valider en disant « OK, je prends, j'assure le trajet ou je prends la commande ». Dans ce bon de commande, vous aurez tous les éléments qui sont constitutifs de la facture. Ces éléments, à partir du moment où le bon de commande il a été validé par le fournisseur qui dit « Banco, c'est bon, je prends la commande », eh bien, ce bon de commande ira chez le prestataire qui a été choisi. Le prestataire aura contracté avec le fournisseur, avec le tractionnaire, et le prestataire, à partir de ce bon de commande, émettra pour le compte du tractionnaire une facture qu'il ira déposer directement dans le système d'information du client. C'est-à-dire qu'en gros, pour le prestataire, ça évite au prestataire d'émettre une facture au format électronique. Il confie à un tiers le soin d'émettre cette facture pour son compte sur la base d'un document qui comporte tous les éléments de la facture. À partir de là, la facture au format électronique est émise par le prestataire, qu'il envoie au donneur d'ordre, qu'il envoie au prestataire, au tractionnaire. Le tractionnaire dit « OK, pour moi, c'est bon ». Le donneur d'ordre dit « OK, pour moi, c'est bon ». Et à partir de là, eh bien, cette facture électronique, elle peut suivre son chemin normal au sein de l'écosystème facture électronique. Mais ça, cette auto-facturation, c'est quelque chose qui se développera beaucoup dans les métiers où vous avez beaucoup de sous-traitants et où ces sous-traitants sont généralement beaucoup plus petits que les donneurs d'ordre. Je pense évidemment au transport, mais le BTP, par exemple, dans les coopératives, ça marchera beaucoup aussi. On est en train de travailler beaucoup avec les coopératives pour que les coopératives offrent ce service aux adhérents. On revient aux viticulteurs. Hein. Je suis une coopérative, je travaille avec une 60aine de viticulteurs qui sont des entreprises de petite taille. Hein. Eh bien, je propose ce service d'autofacturation. Pour le grand donneur d'ordre, ça a un avantage, c'est qu'il reçoit des factures du prestataire qui sont déjà directement implantables dans son outil, alors que sinon, il va recevoir des factures par ses prestataires qui seront plus ou moins bien faites, qui seront à contrôler, qui seront à vérifier. Si elles ne sont pas régulières, il faudra qu'elles repartent à l'émetteur pour que l'émetteur les modifie. Ça va introduire de la complexité. Et c'est un service, quelque part, que rend le donneur d'ordre à son prestataire. Alors, ça crée de la fidélité, hein, évidemment. Et puis, eh ben, ça permet au donneur d'ordre, eh bien, quelque part, de rendre un service à sa supply chain. Et ça peut être un bon outil, en fait, pour consolider des supply chains, notamment dans le transport, dans la logistique, dans le bâtiment ou dans l'industrie, par exemple. Merci. Après la dématérialisation, le paiement de la TVA se fera sur la facturation ou sur les encaissements? Le cycle du paiement de la TVA ne change pas. C'est-à-dire que ce que vous avez aujourd'hui comme votre cycle de paiement de la TVA, lui, ne sera pas impacté. La différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'État sera en direct
le montant de la TVA qui est dû, en fait. Elle sera en capacité de le calculer. Mais votre schéma de TVA, que ce soit la déclaration ou votre paiement de TVA, ne sera pas affecté. Ce n'est pas une réforme qui va modifier votre façon de vous comporter à l'égard de l'administration fiscale. Elle va juste donner à l'administration fiscale des moyens de contrôler les déclarations que vous faites. Merci. Comment fait-on pour les notes de frais avec des prestataires tels que la RATP, les restaurants, parkings, etc. Vous passez par un prestataire qui va les traiter. Ça, c'est un des énormes sujets. Hein. Comment je fais avec les notes de frais? Vous passez par un prestataire qui va dématérialiser, intégrer ces notes de frais dans vos systèmes. Alors, vous aurez probablement des éditeurs de logiciels, notamment les gros éditeurs de logiciels qui travaillent sur les notes de frais. Hein. Vous en avez un certain nombre avec lesquels nous travaillons tous dans les entreprises, auront probablement une réponse ou une offre adaptée, mais vous serez bien obligé d'avoir une offre spécifique là-dessus. Merci. Les représentants fiscaux qui déclarent de la TVA pour leurs clients étrangers seront-ils concernés par la facturation électronique? Alors là, je n'en sais rien, parce que là, vous touchez à quelque chose de très, 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 très spécifique sur votre métier. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, il faut savoir aujourd'hui que 90% des questions qui remontent à la DGFiP, hein, vous avez un document, vous avez une foire aux questions, hein, un peu sur le principe de ce qu'on avait pour le PGE. Vous avez une foire aux questions qui a été ouverte par la DGFiP. Hein, vous pouvez y aller si vous êtes amateur. C'est vraiment un document totalement indigeste, hein, et dans ces foires aux questions, vous avez 90% des questions qui concernent la TVA, puisque vous avez en France énormément de statuts particuliers. Et donc, vous avez beaucoup de questions sur je travaille avec tel type d'entreprise, je suis sous tel régime de TVA, j'ai de la TVA dérogatoire dans tel ou tel domaine. Est-ce que je suis quand même éligible? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce que je passe en facturation électronique ou pas? Comment mon e-reporting va se faire? Vous avez toutes ces questions-là parce que le sujet de la TVA est un sujet qui va être extrêmement complexe. Là, on est sur la partie e-reporting. Donc là, je vous invite là à aller regarder dans la foire aux questions que vous trouverez sur impôt.gouv. Hein, si vous allez sur le site de l'État, vous trouverez toutes les informations. Et peut-être que votre cas spécifiquement aura été remonté. Sinon, il faudra le remonter. Merci. La facturation ne peut-elle pas être ouverte par tout le monde, y compris les particuliers, via un lecteur PDF, puisqu'elle est l'association d'un fichier PDF et un fichier XML? Alors non, parce que ne vous trompez pas, en fait, c'est ce qui circule, c'est le fichier XML. Dans le format FactureX, vous avez juste une photo, en fait, c'est tout. Ce n'est pas du tout un fichier. Alors, c'est une photo en format PDF, mais ce fichier, cette photo, entre guillemets, elle est totalement pluguée sur votre fichier XML. Et donc, il faudra que vous puissiez recevoir le fichier XML et l'ouvrir pour accéder au lisible. Le lisible ne circulera pas de façon autonome. Il sera attaché au fichier. C'est une photo du fichier. Donc, il faudra ouvrir le fichier et en ouvrant le fichier, vous accéderez à la partie lisible du fichier. Donc, pour un particulier, c'est totalement inutilisable. Les entreprises qui travaillent avec les particuliers, je pense à toutes les entreprises et tous les corps d'État du bâtiment, par exemple, hein, mais vont devoir conserver un schéma de facture qui soit un schéma de facture papier ou un schéma de facture PDF. Elles n'auront pas le choix parce que quand vous allez acheter vos stores pour votre maison, eh bien, ce que vous allez recevoir, c'est bien une facture, vous particulier, et cette facture, vous la recevrez sous une forme classique. Vous ne pourrez pas recevoir un fichier XML. Donc, c'est toute la complexité, c'est que les entreprises vont devoir garder leur système et plugger sur ce système, raccrocher à ce système un système de dématérialisation au format XML. Et c'est pour ça que je vous dis, dans 99% des cas, les entreprises s'adresseront à un prestataire en disant « je garde mon système, je garde mon outil, parce que moi, j'ai toujours besoin de facturer des clients dans un format traditionnel, et toi, tu vas me transformer mes factures traditionnelles en des factures électroniques que ensuite tu enverras dans le système. » Merci. Si nous avons notre service de développement informatique en interne, possible de se connecter à la PPF directement? Oui.
vous pourrez toujours vous connecter à la PPF. Par contre, il faudra que vous soyez capable d'émettre de la facturation électronique, de vérifier qu'elle est régulière pour que la PPF n'ait uniquement que le transport à faire. La PPF, elle est gratuite et ce sera service minimum, hein. La PPF, la seule chose qu'elle fera, c'est qu'elle récupérera du fichier au format électronique. Si ce fichier n'est pas conforme, s'il y a une irrégularité, boum, ça repartira aussi sec. À partir du moment où c'est conforme, la PPF enverra soit à la PDP de votre client, soit directement à votre client si votre client est en capacité de le faire, mais la plupart du temps, elle renverra à une PDP qui elle-même renverra éventuellement à un OD qui lui-même arrivera jusqu'au client. Mais la PPF, elle ne fera rien. Elle récupérera. Alors, ça veut dire que vous pouvez toujours vous connecter à la PPF, bien sûr, mais il faudra que vous soyez en capacité d'émettre de la facture X au format et que cette facture X, elle soit impeccable pour que la PPF puisse la traiter. Merci. Un client peut-il nous imposer l'émission des factures dans un des 3 formats? Le PPF va-t-il offrir la possibilité de convertir la facture dans le format souhaité par le client? Alors oui, la PPF, par définition, elle sera capable de convertir tous les formats. Et puisque chacun va choisir un format, alors on pense qu'en France, la grande majorité des entreprises choisiront le format facture X, mais vous aurez des entreprises, notamment des grandes entreprises, qui choisiront ou le C2I ou le format UBL. Elles choisiront un des deux et à partir de là, il faudra être en capacité de convertir. Alors la PPF sera convertir tous les fichiers, elle saura recevoir de la facture X et transférer en UBL ou en C2I, mais les plateformes sauront le faire aussi et probablement, alors les PDP devront apprendre à le faire et probablement une partie des OD, même si on pense que cette conversion sera quand même relativement rare puisque on pense que le facture X sera le format très largement majoritaire. Merci. Il reste 2 questions. Donc, sachant qu'il s'agit d'un système qui nous est imposé, un surcoût en pied de facture pourra-t-il être intégré obligatoirement comme une incidence gasoil, par exemple? Alors, vous pourrez toujours refacturer. Alors, est-ce que vous aurez un pied de facture réglementaire? Non. Hein, puisque pour vous, le transport, le gasoil, c'est légal. Hein. Là, ça ne sera pas non, il y a rien. L'administration ne prévoit rien en ce sens. Mais de toute façon, comme tout le monde, comme si vous voulez, le problème du gasoil, c'est que le gasoil, l'augmentation du prix du gasoil, ça s'impose à vous. Vous y êtes pour rien, ça s'impose à vous. Et quelque part, vous le répercutez à celui qui utilise vos services. Là, en l'occurrence, le coût d'un prestataire, il ne s'impose pas à vous. Hein. Vous êtes libre, hein. Vous avez fait le choix du prestataire, vous avez négocié avec lui les conditions, vous vous êtes entendu sur le périmètre de service que vous voulez. Ça va être très difficile de facturer ça à votre prestataire, à votre client, sachant que votre client aura la même obligation de son côté. Donc, je ne pense pas que vous puissiez faire quoi que ce soit en la matière, parce que c'est un choix, le choix du prestataire, l'offre de service et la tarification que vous allez supporter, c'est votre propre choix. Ce sera assez difficile de l'imposer à votre prestataire. Après, c'est de la négociation commerciale. Ça paraît assez compliqué. En tout cas, lui imposer par un pied de facture, ça paraît très compliqué. Merci. Alors, il faut faire un choix de prestataire, mais de ce que j'ai compris, l'appel d'offres ou l'ouverture se fera cette année, juillet pour décision fin d'année. Donc, on va commencer à discuter avec des prestataires qui risquent de ne pas être retenus. Quid du délai de déploiement dans les logiciels métiers, donc être opérationnel en moins de 6 mois? Alors, encore une fois, que votre prestataire soit OD ou PDP, pour vous, utilisateurs, ça ne changera absolument rien. Donc, ce serait une erreur d'attendre, sauf le fait que aujourd'hui, ce qu'il vous faut faire, à mon avis, c'est de prendre contact avec un certain nombre de prestataires. Alors, vos tiers de confiance vous aideront à le faire, que ce soit vos banques, que ce soit la comptable, vous aideront à le faire. Donc, il faut que vous preniez contact le plus vite possible avec les différents prestataires et que vous fassiez votre marché en disant voilà ce dont j'aurais besoin, voilà quand j'en aurais besoin, qu'est-ce que ça pourrait coûter, comment vous pouvez faire. Après que ce prestataire, il soit candidat à la PDP ou qu'il soit PDP, qu'il soit OD, ça n'a aucune espèce d'importance. Pour vous, c'est totalement transparent. Ça ne changera rien. L'offre de service sera même peut-être et sera même probablement
plus importante chez les OD que chez les PDP. Pourquoi? Parce que les PDP, elles vont avoir des obligations réglementaires extrêmement lourdes et donc elles devront se concentrer, se focaliser sur le circuit, sur l'interopérabilité de la facture. Ça va être leur sujet principal. Et donc, on pense qu'elles auront une offre de services périphériques, mais on est quasiment certain que les OD qui n'auront pas cette obligation-là auront des offres de services qui seront beaucoup plus riches. Il y aura beaucoup plus de diversité chez les OD que chez les PDP. Parce que les PDP, elles vont avoir une obligation principale, ça va être de faire circuler les factures. Et là-dessus, il n'y aura pas de dérogation par l'État. Il faudra donc, elles vont consacrer une grosse partie de leur puissance de traitement à ça, et elles auront peut-être des offres de services qui seront un peu moins importantes que des OD qui, eux, n'auront pas à transférer de la facture dans le circuit puisqu'elles passeront par la PDP ou par le PPF directement, et elles pourront avoir des offres de services beaucoup plus riches. C'est pour ça qu'un certain nombre d'éditeurs, par exemple, disent « Moi, aujourd'hui, je privilégie l'offre de service à la circulation et au cahier des charges. » Parce que ne serait-ce que pour être PDP, il faut être ISO 27001. La norme ISO 27001, c'est dans le meilleur des cas, c'est 12 à 18 mois de certification. Donc, vous avez un certain nombre d'éditeurs qui disent, moi aujourd'hui, pour apporter les services que je peux apporter à l'entreprise de dématérialisation, de contrôle, de sécurité informatique, etc., je n'ai pas besoin d'être ISO 27001. J'en ai pas besoin. Donc, voilà, c'est discuter avec des prestataires. Commencez déjà à regarder ce dont vous avez besoin, ce que ça pourrait vous coûter. Commencez déjà à identifier des prestataires qui pourraient répondre dans de bonnes conditions à votre besoin, qu'ils soient PDP ou OD, ça n'a franchement aucune espèce d'importance pour vous. Ça ne changera rien. Merci. Et une dernière question, il me semble, ou avant-dernière. Le fameux annuaire sera mis à jour en temps réel en cas de changement d'OD. Quid d'informations pas à jour? Le quoi, Camille? Pardon. Le fameux annuaire sera mis à jour en temps réel en cas de changement d'OD. Quid d'informations pas à jour? Notre facture est perdue. Point d'interrogation. Ah, bah, alors oui, l'annuaire sera mis en temps réel. Et donc, si vous changez de prestataire, eh bien, le nouveau prestataire devra le déclarer dans l'annuaire. Oui, l'annuaire devra être mis en temps réel. Et si l'annuaire n'est pas mis à jour en temps réel, eh bien, effectivement, votre facture, elle ne pourra pas arriver. Parce que si moi, je suis OD ou PDP et que la PDP de votre client est fausse, ou l'OD de votre client, ou la PDP, puisque ce sera PDP plus OD, est fausse, eh bien, je ne pourrai pas envoyer la facture. Donc, je ne saurais pas où l'envoyer. Donc, oui, si l'annuaire n'est pas tenu à jour et si dans l'annuaire, il y a des informations erronées, votre facture ne pourra pas atteindre votre destinataire. Alors, du coup, une question complémentaire. Comment cela se passe en cas d'erreur comptable sur la facture envoyée? Eh bien, si vous avez fait une erreur sur la facture envoyée, comme vous le faites aujourd'hui, cette erreur, vous allez la régulariser. Vous allez la régulariser, par exemple, par un avoir. Prenons le cas. Hein. Eh bien, cet avoir, il faudra le réémettre. Cet avoir, c'est une facture au sens de la réglementation. Donc, il faudra mettre cet avoir au format XML et ça repart dans le circuit OD, PDP, OD, PPF, PDP, etc. Et si votre facture est annulée, eh bien, vous devrez la rejeter. Et là, on revient à cette notion de statut. Hein. La facture, elle comporte une erreur. L'acheteur la rejette. Et donc, à partir de là, vous serez informé qu'elle a été rejetée et vous devrez réémettre une facture. Du coup, vous ne modifierez pas un fichier XML pour une raison qui est simple, c'est que dans les obligations, les nouvelles obligations de la facturation électronique, hein, il y avait une slide là-dessus, vous devez absolument, le fichier doit être inaltérable, c'est-à-dire que à aucun moment, quelqu'un doit pouvoir rentrer dans le fichier pour pouvoir modifier les données du fichier. Donc, à partir du moment où la facture électronique, elle est partie dans le circuit, elle arrivera telle qu'elle est. Votre fichier doit être absolument intouchable. La facture s'intègre, pardon. Donc, s'il y a une erreur, vous recommencez tout. La facture s'intégrera-t-elle dans le logiciel comptable?
Alors, la facture, elle s'intégrera dans votre logiciel comptable. Ça dépend de ce que votre logiciel sait faire. Si votre logiciel ne sait traiter que du PDF, eh bien, vous n'intégrerez pas un fichier XML. Donc, il faudra que votre prestataire vous rematérialise, entre guillemets, récupère le fichier XML et en fasse un fichier PDF. Et donc, il faudra qu'il le convertisse en un fichier PDF. En gros, il va faire de l'ossérisation à l'envers. Hein. Il va prendre toutes les données, toutes les datas de la facture et il va les mettre au format PDF et vous envoyer un PDF parce que c'est la seule chose que votre système comptable sait traiter. Ça va dépendre de ce que votre système comptable sait traiter. Mais aujourd'hui, aucun ERP ne sait traiter de la facture électronique puisque ça n'existait pas jusqu'à présent. Alors, une dernière question. Vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure sur les documents joints, mais je me permets de leur poser. Quid des bons de livraison, lettres de voiture qui sont aujourd'hui souvent envoyées en accompagnement de la facture? Y aura-t-il une possibilité d'envoyer des documents joints? Non, rien ne peut être joint. Tout doit être dématérialisé. Vous ne pourrez pas joindre quelque chose à votre facture électronique. Impossible. Il faudra, si vous voulez intégrer des données d'un bon de livraison, c'est classiquement, dans les factures, on vous demande des numéros de BL, par exemple, en disant il faut que la facture se rattache à un numéro de BL. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises disent si je n'ai pas le bon numéro de BL, je ne paye pas la facture. J'ai besoin d'avoir les deux numéros. Parce que moi, dans ma compta, je rattache ma facture à un numéro de BL. Eh bien, ça, il faudra le rajouter dans le fichier. Ça fait partie des choses que vous rajouterez dans le fichier XML. Mais rien ne circulera à côté. Rien. Merci. Peut-être une question côté FNTR à Rodolphe Lanz. La FNTR a-t-elle prévu de se lancer sur le sujet des PDP avec des partenaires comme c'est le cas avec Fostra pour la paye? Avec Fostra pour la paye? Non, en fait, les partenaires paye sont essentiellement des partenaires des sociétés de services, des syndicats FNTR hein, en région. Donc, pour l'instant, rien n'est prévu au niveau de la FNTR sur, effectivement, la facture électronique. Ça peut venir. On réfléchit à la chose, mais pour l'instant, rien de concret. Merci. Et alors, on va aider Rodolphe à réfléchir. On va peut-être prendre une dernière question. Pour les factures où il n'y a pas de TVA que l'on déclare en intracom, la déclaration de TVA. À partir du moment où vous déclarez de la TVA, quelle que soit la façon dont vous allez la déclarer, vous êtes soumis au régime de la facture électronique. Que vous ayez un statut dérogatoire, que vous serez obligé d'en passer par là. Aujourd'hui, les seuls qui vraiment échappent à cette réglementation, c'est toutes les associations à but non lucratif et toutes les structures qui sont par nature non soumises à TVA, mais il y en a assez peu. Et encore faut-il que ces associations, moi je me souviens d'avoir eu des questions d'une dirigeante d'association qui dit oui, mais on a toute une partie de notre activité qui est hors champ de TVA, mais on a quand même une petite partie qui est une prestation de service qui, eh bien, dans la partie où c'est une prestation de service soumise à TVA, facture électronique. Même si c'est une toute petite partie de l'activité d'une association qui massivement, majoritairement est à but non lucratif, mais c'est comme ça. Très bien. Nous n'avons pas d'autres questions. Merci beaucoup, Monsieur Ronald. Vous pouvez retrouver donc le replay de ce webinaire sur l'intranet de l'espace adhérent de la Fédération dans l'après-midi. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, pour conclure, merci à tous, hein, parce que ce n'est pas des webinaires très, très glamour, hein, je vous l'accorde, c'est un peu compliqué. Deux choses à vous dire. Un, ne vous inquiétez pas. Il y a aujourd'hui plein de gens qui savent traiter et qui sauront répondre à vos besoins assez facilement. Deux, ne vous y prenez pas trop tard. Il vaut mieux être en avance qu'en retard parce qu'on aura forcément un goulet d'étranglement à un moment donné et on ne sera plus en capacité de délivrer la prestation demandée parce qu'on en aura trop en même temps. Donc, prenez-y-vous relativement à l'avance, prenez votre temps, mais faites-le. Trouvez le bon prestataire et puis à partir de là, eh bien, vous êtes équipé et vous devrez y passer sans encombre, sous réserve que vous ayez le bon prestataire qui vous accompagne. Merci à tous. Merci Frédéric, merci à tous. Au revoir, bonne journée.
Je vous invite à bien raccrocher pour que nous puissions récupérer le replay. Merci de quitter sur le bouton rouge. Merci à tous, à bientôt.